Mais c'est ça, je trouve, qui est fascinant dans la dimension des sports extrêmes et sports d'élite, c'est comment tout peut se jouer en un instant. Finalement, le pire scénario se produit juste avant son dernier run. L'aspect stratégique, il peut faire partie du rôle du préparateur mental. Et en 20 secondes, de devoir prendre la décision de « Ok, le run que j'avais prévu, comment est-ce que je le modifie ?» Et donc, imaginez le contexte mental que ça crée. Entraîner son mental, ça finit par porter ses fruits parce que finalement, le niveau n'a fait que s'élever et le niveau d'incertitude, de difficulté, d'enjeu aussi. Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Je viens d'assister au 4e titre de Victor Delerue en tant que champion du monde de snowboard freeride. C'est un athlète que j'accompagne et j'ai pensé faire cet épisode maintenant pour te parler des contraintes spécifiques sur la dimension mentale que je vois en freeride et surtout te raconter le pire scénario sur la dimension mentale qu'il a vécu au sommet de la dernière compétition, là où tout se joue sur le dernier run. Je vais t'expliquer ça maintenant. Sache que dans cette compétition, si jamais il faisait une erreur, eh bien, il perdait le titre de champion du monde. Finalement, il a obtenu son 4e titre. Voilà, donc je te casse le suspense, mais tu le sais peut-être déjà. C'était à Verbier pour la finale du Freeride World Tour. Et je vais raconter ça dans cet épisode. Alors évidemment, il y aura une part de confidentialité. D'ailleurs, je vais sortir dans quelques jours une vidéo témoignage qu'on a fait avec Victor Delerue sur le travail qu'on mène ensemble depuis 2019. Mais je lui laisse le soin de révéler ce qu'il a envie de révéler ou non. Et dans cet épisode, moi, je vais vous parler du scénario dans lequel la compétition l'a mis, et puis des contraintes qu'il y a en général en freeride sur la dimension mentale, et de ce pourquoi j'adore coacher non seulement en sport extrême, mais en plus dans ce sport-là spécifiquement. On y va, c'est parti. Alors, mettez-vous un peu à la place de Victor, je vous raconte. Il vise son 4e titre mondial à la saison sur le Freeride World Tour. Il a déjà fait 2 victoires cette saison, en Espagne et au Canada, et en Autriche, il y a une dizaine de jours, il avait l'opportunité de devenir champion du monde avant même la dernière étape du Freeride World Tour, opportunité qu'il a manquée puisqu'il est tombé. Et donc là, il se retrouve au départ de la finale à Verbier, la phase la plus difficile de la saison, avec le classement en sa faveur. Et je vais y revenir parce qu'en fait, c'est un problème d'avoir le classement en sa faveur. Et ce que je vais aimer dans cet épisode, c'est de montrer à quel point, finalement, la dimension mentale en sport, elle est tellement intéressante. Et si toi, t'es préparateur mental ou entraîneur, cet épisode, il va te donner des insights sur à quel point ça peut être important de traiter cette dimension-là et à quel point, surtout, c'est fascinant ce qui s'y joue. Donc, on arrive à l'étape finale, à Verbier, et là, le scénario, c'est le suivant. Avant que la course démarre, Victor, il a toutes ses chances d'être champion du monde grâce aux points qu'il a déjà marqués dans le reste de la saison en ayant fait 2 victoires et une 3e place en Géorgie. Mais il y a un scénario qui pourrait tout changer, c'est si 2 des 7 riders qui sont présents finissent soit premier soit 2e et que lui n'arrive pas à faire au moins 3e. Et donc là où je veux en venir, c'est que dans un sport comme le snowboard freeride, où ça tombe beaucoup. Tu regarderas pas une compétition sans qu'il n'y ait pas au moins un tiers des riders qui tombent, et des fois c'est beaucoup plus. Victor, quelques jours avant d'aller à Verbier, d'un point de vue pronostic, était déjà largement en mesure de gagner, puisqu'il aurait suffi que, un peu comme d'habitude, et je leur jette pas la balle à eux, mais aux snowboarders en général, ces riders-là tombent, ne fassent pas une très bonne 1e ou 2e place, pour que lui, avec les points qu'il a déjà marqués, ça valide son titre. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que non seulement le Freeride World Tour a décidé de faire partir les athlètes en ordre inverse par rapport au classement, c'est-à-dire que comme Victor était leader du classement général, il partait dernier. Et juste avant lui, sont partis ceux qui pouvaient peut-être lui prendre le titre s'il faisait une super perf. Et donc il y a Liam Lievera et Cody Bramwell, je sais pas si je prononce bien, qui partent juste avant. Et là, tenez-vous bien, les mecs font des runs incroyables. D'ailleurs, il marque 90 points et 92 points sur 100. D'ailleurs, c'était beau à voir aider, j'ai beaucoup aimé ça. N'hésitez pas à retourner voir sur
sur YouTube le Free Roll Tour pour vous rendre compte de ça. Et à ce moment-là, ce qui se passe pour Victor dans le portillon au départ, c'est qu'on passe d'un scénario dans lequel il avait toutes ses chances de gagner, et notamment considérant le fait qu'il avait des points d'avance et que les concurrents contre qui il était risquaient de tomber, comme on tombe d'habitude en freeride. D'un coup, les deux mecs qui partaient juste avant lui ont fait 1 et 2, et ils n'ont pas fait ça en marquant 60 points, hein. Ils l'ont fait en marquant 90 et 92 points. Et donc lui, c'est le dernier à passer, et il a le dernier run de la saison, et il sait que s'il ne fait pas au moins troisième, alors il ne sera pas champion du monde cette année-là. Est-ce que vous imaginez le niveau de pression et le niveau de retournement de situation aussi? Parce qu'avec les points qu'il avait d'avance, à pas grand-chose près, il allait obtenir le titre. Mais finalement, le pire scénario se produit juste avant son dernier run, c'est-à-dire que les concurrents qui pouvaient obtenir le titre font ce qu'il y a à faire pour eux, quoi. Ils font vraiment un très bon run. Et donc, ce qui se passe dans le portillon de départ, c'est que sans doute, et j'ai pas encore débriefé avec Victor de ce moment-là, et j'ai vraiment hâte de le faire ces prochains jours, mais j'ai choisi de pas perdre de temps et de déjà enregistrer l'épisode de podcast avant qu'on se voit en séance. On peut imaginer que l'athlète à ce moment-là dans le portillon de départ, ils se disent là les mecs ont fait un tellement bon run que j'ai pas d'autre choix que de faire un très bon run moi aussi, mais surtout plus grave que ça, si jamais je fais une erreur, si jamais pose une grosse main dans la neige, si jamais je tombe, je parle même pas d'un roulé-boulet, quoi, juste de poser les fesses, là, je marquerai pas suffisamment de points pour être au-dessus des 80 points qu'avait marqué le troisième, et prendre au moins la troisième place. Et d'ailleurs, imaginez à quel point c'est difficile, parce que comme le run ne s'est pas encore déroulé, Victor, il peut faire le choix de faire un run qui vaut 95 points, il en est tout à fait capable, mais s'il fait ça, il prend beaucoup de risques de tomber. Et donc, s'il vise la première place, il prend beaucoup de risques de tomber, c'est pas très sympa pour lui, mais il prend beaucoup de risques de faire une erreur. Voilà, ça peut arriver, hein. Comme je disais, en snowboard freeride, il y a pas mal d'erreurs qui arrivent. Mais en même temps, s'il prend pas le risque de faire un run suffisamment difficile, il risque pas de passer devant le troisième. Et donc, il perdrait aussi automatiquement le titre. Et en fait, ça, c'est marrant parce que c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble en amont de la compétition. Et oui, parce que l'aspect stratégique, il peut faire partie du rôle du préparateur mental, à condition, 1, que le prep mental comprenne bien la discipline, 2, que l'athlète soit d'accord, et 3, que ce dont on parle, c'est du rôle de la préparation mentale dans la dimension stratégique, c'est-à-dire de la prise de décision, de la préparation aux différents scénarios qui sont possibles. Ça, c'est tout à fait le rôle du prep mental, un petit peu de se préparer au pire, de se préparer au meilleur, parce que le meilleur, c'est aussi ce qui peut te faire chuter. Et exemple, dans la situation dont je parle là, Victor aurait très bien pu prévoir un run un peu pépouze, tranquille, parce que quand, avant d'arriver à la compétition, tu sais qu'il y a très peu de chances que de toute façon, il faut que tu fasses un podium ou une première place pour être champion du monde, ça te donne envie de t'assurer que tu vas arriver en bas sans poser les fesses, etc. Et donc, tu pourrais un peu sous-rider. Et donc, on a évoqué tous les différents scénarios qui sont possibles. D'ailleurs, pourquoi je parlais de sous-rider, si vous faites du sport extrême, vous avez sans doute déjà remarqué que les moments où c'est pas très exigeant pour vous, on a tendance à un peu lever le pied, à se désactiver. Par exemple, un des endroits où les gens se font mal en snowboard, c'est souvent en fin de journée, dans le dernier run, quand t'es un peu fatigué et que tu descends tranquille, sans trop faire attention, là, il peut t'arriver un truc. Alors que quand tu fais le tricks le plus difficile, celui pour lequel tu te prépares, celui pour lequel tu réfléchis, celui qui te fait respirer fort, souvent t'es dans un tel état d'attention et de concentration que en fait c'est beaucoup moins risqué qu'un tricks que t'aurais déjà fait plein de fois, mais que là tu refais tranquillement à l'échauffement ou en fin de journée. Bref. Et donc moi, d'ailleurs en séance, j'avais pas forcément envie que mon athlète il prévoit le scénario le plus facile dans sa tête, notamment qu'il se joue quelque chose d'intéressant sur la compétition de freeride, et donc je vais plus loin là dans la dimension mentale pour bien que vous compreniez, c'est que les riders passent avant lui, et donc Victor, il peut être informé de est-ce qu'ils ont fait un bon run ou pas, est-ce qu'ils sont chutés ou pas, et de quel nombre de points ils ont obtenu. Mais c'est une question qu'on avait abordée en séance, il m'a expliqué qu'il avait environ 20 secondes entre le moment où on annonce au talkie là-haut un résultat et le moment où lui, il doit drop in, au moment où il doit démarrer. Et donc, imaginez le contexte mental que ça crée pour un rider d'être au départ, d'être informé à l'instant de la perf qu'ont fait les autres et en 20 secondes de devoir prendre la décision de « Ok, le run que j'avais prévu, comment est-ce que je le modifie à la hausse, à la baisse ou pas ?» Et donc tout ça, je pense que c'est des scénarios qu'il y a à anticiper en avance si vous accompagnez des athlètes qui risquent de vivre un scénario difficile,
c'est de se poser la question, tiens, comment je vais me sentir dans tel scénario, comment je vais me sentir? Parce que souvent, l'athlète pourrait se dire, ah ouais, s'il se passe ça, je vais faire ça. Mais il a oublié dans la phase de préparation de la compétition que s'il se passe ça, il allait se sentir d'une certaine manière qui va ensuite influencer sa prise de décision. Et c'est ça que je trouve fascinant dans les sports extrêmes, les sports de glisse, et que probablement on retrouve pas, désolé, j'ai rien contre eux, mais j'en coach moins souvent, on retrouve pas dans des sports comme la course à pied, le marathon. Tout ne se joue pas sur une décision dans le dernier kilomètre, sauf peut-être celle d'accélérer, de passer devant. Bon, vous me direz si jamais je me trompe. Mais c'est ça, je trouve, qui est fascinant dans la dimension des sports extrêmes et sports de glisse, c'est comment tout peut se jouer en un instant. Et là, dans la compétition que je vous raconte, bah, il y a soit la possibilité de faire une chute ou de se tromper dans le choix de run, d'être déçu en bas, etc. Et j'aimerais terminer cet épisode en vous donnant un peu plus d'informations sur la compétition de freeride. Alors vous savez, dans l'épisode 80, j'ai raconté la mienne quand j'ai pris le départ pour la première fois d'une 2 étoiles. Une compétition donc pour laquelle tu te déplaces. Déjà, t'es jamais vraiment sûr que la compétition va avoir lieu parce qu'il faut que les conditions de neige soient réunies, il faut que la fenêtre météo soit bonne, il faut que les déclenchements d'avalanche n'empêchent pas la compétition d'avoir lieu, comme par exemple cette année en Géorgie. Ils leur ont déclenché les avalanches pour éviter que ça parte sur les riders quand ils ride, et finalement les avalanches sont parties, ça a défoncé toute la face, donc ils n'ont pas pu faire la compétition ce jour-là, ça a été reporté de 6 jours. Bref, imaginez le niveau d'incertitude auquel font face les athlètes par rapport à des sports stables, en mode le basket, on te dit ok c'est dans tel gymnase, tel jour, à telle heure, et à moins qu'il y ait une bombe, ça va avoir lieu, tu vois. Là les athlètes ils savent pas du tout à quel moment ça va se dérouler, donc ça c'est sûr que dans l'accompagnement, c'est quelque chose qui prend la tête, sur lequel il y a besoin de se préparer entre guillemets. Pareil pour le choix de ligne quand ils regardent le run à la jumelle, puisque pour rappel, ils n'ont jamais descendu cette montagne avant, sauf peut-être l'année précédente quand la compétition a lieu. Et donc, ils la font dans ces nouvelles conditions. Et quand ils s'apprêtent à faire leur run, ils ont juste observé la montagne aux jumelles et ne savent pas vraiment quel est l'état de la neige. Ils savent pas s'il y a ce qu'on appelle les fameux sharks là, les requins sous la neige, les cailloux qui se cachent et qui seraient prêts à te renverser dès que tu passes dessus avec ta board. Il y a donc un tel niveau d'incertitude que ça rend déjà la compétition en soi très stressante parce que tu fais la ligne pour la première fois, un jour que tu sais pas trop quand est-ce que ça va tomber, dans des conditions de neige que tu sais pas qu'est-ce qu'elles vont être, et tu dois en plus, quand tu descends la face, sauter à des endroits sans même voir la réception parce qu'à cause de la déclivité de la pente et des barres rocheuses, au moment où tu prends ton air, au moment où tu décolles, tu ne vois littéralement pas la réception. Bref, ça fait énormément d'incertitude. Ajoute à ça la pression de la compétition qui fait que tu joues ton titre de champion du monde, par exemple, comme Victor il y a quelques jours. C'est ce run-là que toute la saison se joue. C'est ce run-là que si je fais une erreur, je perds. Si je fais pas d'erreur, eh bien, j'y arrive. Et je pense que c'est vraiment fascinant à quoi on peut faire face comme ça, et j'ai hâte de pouvoir en parler avec Victor lors de notre prochaine séance pour qu'il me débriefe comment il s'est senti dans ce moment-là et que ça puisse m'aider ensuite à mieux aider les athlètes dans le futur, peut-être en se basant sur cette expérience-là, parce que je trouve que d'avoir réussi à tenir la pression dans ces circonstances, ça démontre à quel point il est solide. Mettez-vous à sa place, comment vous vous seriez senti et à quel point vous auriez eu de la crispation. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, et ça, je peux en parler parce qu'il le dit dans le témoignage, le premier qu'on a filmé ensemble, après son deuxième titre de champion du monde, la saison dans laquelle je l'avais accompagné, il me disait, avant qu'on travaille ensemble, au départ à Verbier, j'avais les jambes qui tremblent, je me sens pas bien, et j'ai l'impression que de entraîner son mental, ça finit par porter ses fruits parce que finalement, le niveau n'a fait que s'élever et le niveau d'incertitude, de difficulté, d'enjeu aussi, jusqu'au moment où, même moi, derrière mon ordinateur, pendant la compétition, j'étais pas bien. Je me suis dit, putain, voilà, c'est le pire scénario pour Victor. Je sais pas comment ça va se passer, mais évidemment, je me poussais à croire qu'il était solide et que ça allait rouler. Ce qu'il a fait, du coup, ensuite, en prenant cette troisième place et en obtenant son 4e titre de champion du monde. Voilà, j'ai pensé dans cet épisode que ça serait sympa de raconter l'histoire d'un athlète que j'ai accompagné et qui a accepté que j'en parle un petit peu. On sortira dans quelques jours une vidéo de témoignage ensemble sur le travail qu'on a fait, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur le site web. Et ce que je voulais faire ici, c'est pas forcément mettre en avant le travail qu'on a fait ensemble, c'est surtout mettre en avant l'extrême difficulté sur le plan mental dans les sports extrêmes en compétition. Déjà, le sport extrême tout seul, quand on fait pour toi, c'est déjà mentalement très challengeant, mais ajoute ici l'enjeu de la compétition et vois ce que ça donne. Et aujourd'hui, je n'ai raconté qu'une partie des éléments, parce que si on ajoute en plus qu'il y a les caméras, l'hélicoptère qui tourne et la planète qui te regarde en direct
en train de faire dérouler boulet ou une grosse victoire. Bref, on peut aller assez loin dans le concept. Donc, si vous êtes des athlètes en sport extrême de niveau international, sachez que moi, j'adorerais vous accompagner. Là, cette saison 2024-2025, j'étais complet. La saison touche bientôt à sa fin. Mais je serais ravi pour une prochaine saison qu'on envisage de travailler ensemble. Si vous êtes de niveau international en sport extrême ou sport de glisse, c'est vraiment ma spécialité, c'est ce que j'adore faire. Et en attendant, je vous propose qu'on se retrouve dans le prochain épisode d'Obsession Progression bientôt. Salut! On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!